Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test de produit. Aujourd'hui, on va regarder un oscilloscope pas cher qui se trouve dans cette boîte. Ça m'a été envoyé par Kimat ou Kima, je sais pas exactement comment ils disent leur nom, je vais dire Kimat. Kimat, ils ont un magasin Amazon.fr et ils ont un magasin Amazon.ca. Comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire la vidéo, sauf que Kimat m'a envoyé ce produit pour pouvoir vous le présenter. Mais si après avoir écouté ma vidéo, vous décidez que c'est un produit qui vous intéresse et que vous voulez vous le procurer, je vous invite à utiliser les liens dans la description. Ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à produire du contenu et à la garder en vie. Donc merci beaucoup. Donc dans la description, il y aura des liens pour Amazon.ca et Amazon.fr pour vous procurer l'oscilloscope, mais aussi il y aura des liens vers leur magasin Amazon parce qu'ils vendent quand même beaucoup de produits en lien avec Arduino, Raspberry Pi, par exemple pour faire une borne d'arcade avec Raspberry Pi, c'est quand même intéressant. Donc voilà, le message est passé. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est la version assemblée de l'oscilloscope. En fait, la seule chose qu'on doit assembler nous-mêmes, c'est le petit boîtier en acrylique. Moi, je l'ai déjà assemblé dessus. Si vous décidez d'aller faire un petit tour sur Internet, aller magasiner sur les sites chinois et tout pour vous procurer ce genre d'oscilloscope, faites très attention parce qu'il y en a qui sont beaucoup moins chers, mais il faut tout souder les composantes nous-mêmes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, tout souder vous-même, tant mieux, mais je vais juste vous montrer. Il y a beaucoup de soudure à faire et il y a beaucoup de composantes aussi sur le dessus, même en dessous de l'écran, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais vous le mentionner. Donc je vous invite à vous rapprocher, on va regarder de plus près. Ok, je suis content de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui parce que j'ai toujours été curieux par ces petits kits d'oscilloscope-là. Je me suis toujours demandé si c'était bon ou pas. Rapidement, dans la boîte, ici, il y avait toutes les vis nécessaires pour assembler ce petit boîtier. Et tantôt, je vais défaire le boîtier parce que je veux faire des ajustements dessus. Je vais vous montrer, mais ça va vous donner une bonne idée de comment assembler le boîtier quand je vais le démonter. Et on a aussi des petits morceaux de plastique. Donc, les trucs blancs, c'est si vous n'utilisez pas le boîtier, vous pouvez mettre ça dans la carte. Ça va vous permettre de déposer l'oscilloscope sur une table sans que les connexions touchent à la table. Puis, les petits bouts rouges, c'est des extensions pour les boutons pour qu'on puisse les accéder même avec le boîtier. Par la suite, on a un petit peu de papeterie. Ici, on explique comment utiliser l'oscilloscope. Au verso, on a tout le circuit schématique. Ça commence à me faire geeker un petit peu. Ça fait un bon petit bout déjà que j'ai pas fait des circuits comme ça pour ensuite les transformer en circuits imprimés. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire sur la chaîne éventuellement. Apprendre à faire des circuits schématiques et les transformer en circuits imprimés. Par la suite, si on regarde notre autre petit papier, ça semble parler des différentes composantes à souder. Donc, j'imagine que ce serait très utile si vous avez la version qui n'a pas déjà les composantes dessus. Avec l'oscilloscope, bien sûr, si on va aller vérifier des signaux, on va avoir besoin d'un câble. Donc, on a une prise BNC et des petites clips alligator en métal comme ça. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi un oscilloscope, ça va nous permettre d'analyser des signaux. Alors oui, on va être capable de mesurer la tension de certaines composantes, mais plus intéressant encore, on va être capable de voir la fréquence d'un signal, l'amplitude d'un signal, etc., etc. Ça permet d'aller chercher plus d'informations sur un signal électrique plutôt que juste savoir sa tension avec un voltmètre, par exemple. Donc, je vais tout de suite démonter le boîtier parce que, comme je vous ai dit, il y a des petits ajustements à faire. Donc, sur le dessus, on a des petits écrous comme ça. Ensuite, on a cette partie de plastique là. Ensuite, on a les côtés qui s'enlèvent comme ça. Ensuite, pour faire de l'épaisseur, on a deux morceaux identiques. On a celui-là et celui-là. Donc, vous voyez, c'est deux morceaux pareils. On les met un par-dessus l'autre, juste pour faire de l'épaisseur. Ensuite, ici, on a toutes les petites extensions pour les boutons. Donc, les petits bouts de plastique. Donc, je vais les enlever pour pas les perdre. Même chose sur les boutons. C'est des petites extensions comme ça. Ça semble un petit peu fragile, ça, ici. Sauf que les boutons, je les ai utilisés quand même plusieurs fois déjà. Puis, ça semble pas vouloir casser. Donc, c'est bien. Ensuite, ben, vous voyez que l'écran, il est vissé sur cette petite partie-là. Maintenant que tout ça, c'est dévissé, ben là, vous voyez que ça bouge librement. Et vous comprenez donc que l'écran, il est branché sur des pins. Donc, maintenant que c'est libéré, c'est un petit peu plus facile de le débrancher. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de pins quand même. Et voilà. Donc, maintenant, on a cette partie-là qui s'enlève. Et si je vous montre la partie du dessous, on rentre des vis dans chaque coin et on met deux écrous, puis ça va servir d'espaceur en quelque sorte. Donc, les dernières séquences vidéo, si vous les regardez à l'envers, vous devriez être capable d'assembler ce petit boîtier. Là, ça vous donne une bonne idée de toutes les composantes qu'il y a là-dessus. Je vais remettre l'écran en place, donc ça se branche ici, ici et ici. Je vais voir maintenant ces petites pins-là si ça fonctionne bien. On met ça en dessous. On appuie, voilà. Parfait. Donc maintenant, ça fait comme des petits pieds. Puis on peut mettre ça sur une table comme ça. Il y en a un d'extra et même les petits bouts de plastique comme ça, j'en avais d'extra aussi. Bon, maintenant qu'on n'a plus de boîtier, on a moins de reflets, je peux vous montrer un peu plus en détail qu'est-ce qui est quoi. Connecteur BNC en haut pour faire entrer notre signal. Prise d'alimentation. On n'a pas d'alim qui est fourni, donc il faut fournir notre propre alimentation de 9 à 12 volts. Donc moi, j'ai fouillé chez moi et j'ai trouvé cet adaptateur-là. Il donne du 6 volts, donc 6 volts c'est moins que 9 et pourtant ça fonctionne merveilleusement bien. La petite prise ici, c'est une
autre façon de brancher une alimentation. On a des boutons, on va regarder qu'est-ce que les boutons font tout à l'heure. Un autre bouton ici, une lumière pour le trigger, on en reparle tantôt. Ce petit connecteur-là, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça fait, SWD, mais on a du 3.3 volts, on a un DIO, je pense, ou juste DO. On a un clock et le ground. Donc, je suis désolé, celui-là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait. Le port micro USB ici, si je me trompe pas, il est pas supporté par le firmware, donc il est là, mais il sert à rien. Si vous voulez faire de la communication série, on a un UART ici, ground RxTX. Puis ensuite, ici, on a d'autres interrupteurs. On va en reparler tout à l'heure. Bon, je vous ai dit qu'on avait une calibration à faire, et c'est pour ça que j'ai défait mon petit boîtier. C'est parce que j'avais pas accès à ces deux petits ajustements ici. Ça ressemble à des potentiomètres, mais en fait, ce sont des condensateur ajustable et on va venir se brancher sur les deux petits points qui sont juste ici parce que ça, on sait que ça nous donne une onde carrée 1 kHz de 3.3 volts. Je vais brancher l'alimentation. L'alimentation est branchée, on voit l'écran qui allume, ça écrit certaines informations et voilà, on est connecté et en ce moment, il fait n'importe quoi. Si je vous montre rapidement qu'est-ce que ça fait ces boutons-là, ben premièrement, c'est afficher le ground, ensuite dire qu'on a une source en AC ou en DC, courant alternatif, courant continu. Notre sensibilité, ça, c'est pour choisir les divisions à la verticale, donc chaque carré, combien de volts on veut avoir. Donc si on veut avoir 1 volt par carré, on va se mettre à 1 volt et fois 1. Si je veux avoir 5 volts, je me mets à 1 fois 5. Si je veux avoir 20 millivolts par carré, je me mets à 10 millivolts et je me mets à fois 2. Donc voilà, ça choisit nos divisions de voltage. Ensuite ici, c'est le bouton Reset, ça va redémarrer le système. Le bouton Select, regardez, vous voyez, ça se déplace comme ça. Ça va aller sélectionner les différentes options qu'on peut modifier. On va modifier ces options-là avec le bouton plus et le bouton moins. Donc là, si on regarde en ce moment, ce que je vais changer, c'est les divisions horizontales, donc chaque petit carré. Donc en ce moment, chaque petit carré, c'est 2 millisecondes. Si je veux que ce soit moins ou si je veux que ce soit plus, je peux aller jusqu'à 500 secondes. Donc ça, c'est quand même très long. Et je peux rapetisser beaucoup quand même jusqu'à 10 microsecondes. Ensuite, avec certaines options, quand on appuie sur OK pendant quelques secondes, ça va faire une certaine action. Donc par exemple, en ce moment où je suis, si j'appuie sur OK longtemps, ça va m'afficher des informations en haut. Quand j'appuie sur le bouton OK juste une fois, ça va mettre pause et ensuite ça recommence quand je rappuie. Pour l'instant, je vais enlever ces informations-là. On va les remettre tout à l'heure. Mode automatique, c'est le mode que vous allez utiliser le plus souvent pour prendre vos mesures. Ensuite, est-ce que vous voulez vous synchroniser sur une pente descendante ou une pente montante? Ensuite, le trigger, c'est cette petite flèche-là, c'est comment on veut se synchroniser sur le signal. Quand on fait OK, ça recentre notre trigger sur le centre de l'onde. Puis on peut bien sûr le modifier manuellement avec ces deux petits boutons-là. Ensuite, ce bouton-là en haut, c'est si on veut se déplacer un petit peu à gauche de l'onde ou à droite de l'onde. Puis si on appuie sur OK longtemps, ça va recentrer. L'autre bouton, c'est pour sélectionner notre zéro. Donc si j'appuie sur OK longtemps, ça va recentrer mon zéro. Et on va être capable de lire les bonnes informations. La lumière en bas, c'est notre trigger, donc dès qu'il y a un signal qui est détecté, la lumière elle allume. En ce moment, c'est tous des faux signaux parce qu'il n'y a rien qui est branché. Mais là, ce qu'on doit faire, c'est ajuster notre oscilloscope. Donc, je vais me brancher avec le petit fil rouge en haut ici sur notre onde 1 kHz à 3.3 volts. Voilà, je suis branché. Premièrement, ce que je vais faire, je vais mettre sur ground. Et là, vous voyez, mon zéro, il est absolument pas synchronisé. Le ground représente le 0 volt et vous voyez, ma ligne n'est pas du tout là. Donc, pendant qu'il est sélectionné, il est en bleu, j'appuie sur OK. Ça va me recentrer. Voilà. Maintenant, je vais me mettre en courant continu et vous voyez mon onde, sauf qu'on la voit pas très très bien. Moi, je sais que c'est du 3.3 volts, donc je vais mettre en 0.1 avec un x5. J'ai sélectionné ma position verticale, donc là, je vais la descendre un petit peu. Donc ça change pas la position 0, ça fait juste changer où est-ce que mon onde est affichée. Donc là, c'est mieux centré, c'est beaucoup mieux. Ensuite, nous, on voit pas grand-chose ici, donc on va changer nos divisions. On va mettre des divisions qui sont plus petites. Donc voilà, maintenant, je vois beaucoup mieux mon onde. Et on voit qu'en haut, ça dépasse beaucoup et en bas, ça dépasse beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir ajuster nos deux petits condensateurs ici. Je pense que je peux aller un petit peu plus près encore, voilà. Encore mieux. J'ai maintenant sélectionné mon trigger. Je vais faire OK longtemps. Ça va centrer mon trigger sur l'onde et ça va nous assurer qu'on est bien synchronisé. Je vais vous zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. OK, le potentiomètre du bas, je vais l'ajuster comme ça. OK, on voit quand même que ça fait une très bonne différence. Donc, moi, je l'ajusterais peut-être comme ça. On va voir qu'est-ce que celui du haut il fait. J'ai un peu de difficulté à voir la différence avec celui du haut. Bref, ça a l'air d'être à peu près carré. Ça a l'air pas si mal, ça overshoot pas trop. Donc voilà, ça semble assez bien pour moi. Donc maintenant qu'il est ajusté, on va pouvoir aller mesurer d'autres trucs. J'ai fabriqué un truc tout simple avec mon Arduino. J'ai un encodeur rotatif juste ici. Et mon encodeur rotatif, quand je le fais tourner, ça va augmenter ou diminuer l'intensité de cette lumière-là. Donc, démonstration, je vais faire tourner quelques fois mon encodeur rotatif. Ça risque
d'être difficile à voir avec la caméra, mais moi je vois que ma LED, elle devient un petit peu plus claire à chaque fois. Et bien sûr, je peux faire diminuer jusqu'à l'éteindre. Donc en guise de petite expérience, on va aller voir quel voltage rentre dans ma lumière. Mon fil bleu, c'est le ground et mon fil rouge est branché directement sur le plus de la lumière. Le Arduino, il peut pas faire sortir du courant analogique, il va faire sortir du courant continu, mais en PWM, c'est-à-dire qu'il va envoyer un signal qui s'active et se désactive à une certaine vitesse, un semblant de signal analogique pour faire allumer la vitesse plus ou moins fort. Vous voyez ma LED qui est juste ici, vous voyez mon encodeur rotatif dans mes mains. Je vais tourner une fois, et là vous voyez déjà, on a une onde, donc ça tombe bien, on était déjà pas mal bien ajusté sur notre oscilloscope pour bien voir le signal, et vous allez voir, plus je vais le tourner, et plus je vais augmenter la luminosité de cette lumière-là, plus mon duty cycle va devenir gros. Et en fait, ce qu'on peut faire pour voir le duty cycle, je vais appuyer sur sélectionner jusqu'à aller sur mon sélecteur de division temporelle. Je vais appuyer sur OK longtemps. Et là, vous voyez en haut toutes les informations. Donc, mon voltage va entre 0 volts et 2 volts. Mon signal est à une fréquence de 490 Hz. Et mon cycle, en ce moment, il dure environ 2 millisecondes. Et mon duty cycle est à 8%. Maintenant, je vais augmenter un petit peu l'intensité de la lumière. Et vous voyez que mon duty cycle, il change. Donc là, j'ai un duty cycle de 23%. Je vois que mon trigger n'est plus à la moitié de l'onde. Donc bon, je vais le recentrer. Donc je suis certain d'être bien synchronisé. Là, si je tourne encore un petit peu, vous allez voir que on commence à perdre notre onde un petit peu. Ça va trop loin. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans mes divisions temporelles juste ici. Puis je vais reculer tout simplement. Là, je suis en 0.2 millisecondes par division. Et là, si je tourne... je vais dézoomer encore un petit peu. Là, j'ai un duty cycle de 47%. Là, 54, 70, 78, 86%. Donc là, ma lumière, elle est presque au maximum. Et là, j'approche du 100% et là, on commence à perdre la carte un petit peu. Je vous zoome là-dessus. Donc, vous voyez, quand je suis à 86% de mon duty cycle, ça va bien. Mais là, quand je me rapproche, je devrais être là autour de 90, 95. Et là, il perd la carte un petit peu, il comprend pas trop. Mais pour le reste, ça fonctionne assez bien. Donc, 86, 78, 70, 62. Ce que j'ai fait maintenant, parce que je veux vous montrer le mode single, j'ai branché une des sorties de l'encodeur rotatif sur ma sonde. Et maintenant, quand je tourne, vous voyez le trigger qui flash et vous voyez qu'il y a une onde qui apparaît, mais on n'a pas le temps de voir grand-chose. Bon, moi, je sais que c'est du 5 volts qui sort de là, donc je vais mettre à 1 volt par division, puis je vais mettre en x2, disons. Ouais, ça va nous permettre de bien le voir quand même. Juste avant, je veux voir si mon 0 est encore bien centré, donc je retourne sur ground et je vois que effectivement ma flèche, elle est bel et bien vis-à-vis mon 0. Donc, je peux retourner sur DC. Et en ce moment, la façon qui fonctionne, mon truc, c'est qu'il m'envoie du 5 volts, comme vous pouvez le voir. Et chaque fois que je vais faire une rotation, ça va m'envoyer du 0 volts et ensuite ça va revenir à 5 volts. Donc vous voyez, maintenant que je suis mieux recentré, je vais peut-être faire monter l'onde un petit peu. Donc je sélectionne ma position verticale, je vais la faire monter un petit peu. Donc voilà, je l'ai amené jusqu'ici. Donc si je tourne encore, ok, ça devrait être bon. Je vais maintenant me mettre en mode single. Voilà, mode single. Ça dit running. Maintenant, je vais tourner mon encodeur. Et voilà, vous avez peut-être vu ça flasher ici, et maintenant j'ai capturé mon impulsion. Là, je suis synchronisé sur la pente montante, c'est-à-dire que là, j'étais en 5 volts, j'ai fait tourner, ça a descendu à 0 volts, et lui, il a fait pause au moment où est-ce que ça remonte. Donc, si on fait le contraire, on se met en pente descendante. Là, je suis sur Hold, donc je vais appuyer sur OK, je suis en running, je vais faire tourner le truc, et vous voyez que maintenant, on a le contraire. Là, je vais changer mes divisions pour qu'on voit un petit peu mieux. Je me suis mis en 10 millisecondes par division, je vais faire tourner. Et là, vous voyez l'onde au complet. Vous voyez que j'étais en 5 volts, ça s'est activé. Ça restait à 0 volts pendant un tout petit peu plus que 10 millisecondes. Puis ensuite, ça a remonté à 5 volts. Et là, ici, on voit un petit peu un genre de début de signal. Je pense que c'est parce que j'ai fait tourner la roulette 2 fois. Donc, peut-être qu'il y a un deuxième signal qui est embarqué dans celui-là. Mais bref, vous voyez, ça peut être très pratique, le mode single. Et il fonctionne assez bien. Donc, si je reviens en mode auto, j'appuie sur OK. Là, on voit que c'est un petit peu difficile d'étudier notre signal. Bon, ben ça c'est fait. On a réussi à voir le voltage et le duty cycle qui entraient dans ma lumière qui était activé en PWM. Et avec le single, on a détecté l'activation de mon encodeur rotatif. Sur mon téléphone, j'ai téléchargé une application qui va me créer, par exemple, une onde sinusoïdale, triangle ou carré. Et je peux changer plein de paramètres dessus. Je peux changer l'amplitude, je peux ajouter du bruit, je peux ajouter de la modulation, je peux changer la fréquence, la phase. Et ça va créer donc une onde sonore. Cette onde sonore s'en va dans mon fil jack. Mon fil jack, je vais le brancher sur l'oscilloscope. Avec mon fil rouge, je vais me brancher tout en haut. Avec mon fil noir, je vais me brancher tout en bas. Et en théorie, là, on devrait être capable de voir un signal. Bon, juste pour vous faire entendre un petit peu, ça ressemble à quoi? Là, j'ai une onde sinusoïdale à 440 Hz et une amplitude de 50%. Je vais appuyer sur Out pour l'activer. Je vais l'approcher de mon micro.
Donc vous entendez un petit peu et là je vais changer la fréquence. Je vais appuyer sur fréquence, je vais l'augmenter, puis je vais rapprocher du micro pour qu'on entende. Voilà, ça fait très mal aux oreilles. C'est pour ça qu'on va maintenant se brancher, qu'on va analyser le signal à la place. On voit le signal ici, mais on voit pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de voltage qui sort d'une prise jack, donc ce qu'on va faire, on va se mettre en 0.1 volt peut-être, et en x1. Je vais sélectionner mon trigger. On va aller se synchroniser. Je vais appuyer sur OK. Là, je vais juste m'assurer. Je me mets sur ground. Mon 0, est-ce qu'il était bien? Mon 0, il est un petit peu décalé. Il est un petit peu en dessous. Donc, je vais sélectionner ma position verticale. Je vais appuyer sur OK longtemps. Voilà. Maintenant, je suis bien centré. Je retourne voir mon signal. Dans mon application, pour rendre ça facile, je vais aller mettre une onde de 100 Hz. Et là, vous voyez notre onde sinusoïdale. Je vais faire monter un petit peu avec le sélectionneur vertical. Bon, vous voyez notre duty cycle 50%. On voit que c'est une fréquence effectivement de 100 Hz. Notre cycle dure 10 millisecondes et on voit que notre voltage maximum c'est 0.25 et minimum moins 0.25 environ. Puis ça donne environ 0.5 volts crête à crête, en anglais peak to peak. Si je sélectionne mes divisions temporelles ici, je peux aller voir mon onde de plus près, voilà. Si je change un petit peu, je vais vous dézoomer pour que vous puissiez voir l'écran de mon téléphone aussi. Si je change la fréquence, donc là je suis à 100 Hz, je vais l'augmenter. Là je suis à 101, 102, 104, 110 et vous voyez que plus j'augmente la fréquence et plus ça se rapetisse ici. Moi, je peux aller encore zoomer dedans. Donc, je peux revenir à peu près au même affichage que tantôt, même si maintenant je suis à 284.93 et ici, ça me dit 284.97. Quand même pas si mal. Je vais me mettre une onde de triangle. Voilà, on voit que c'est effectivement une onde de triangle. L'onde de triangle, si je vais regarder le skew, ça devrait me faire une onde dent de scie. Et voilà, maintenant on est rendu avec une onde denti et je peux avoir une denti à l'inverse, voilà, de l'autre côté. Quand même cool, on peut faire pivoter ça, comme on veut. Mon onde carrée en ce moment est à 284 Hz. Je vais aller un petit peu plus vite. Vous voyez, ça change. Là, je suis à 940 Hz. Donc là, je vais zoomer. Et je le vois quand même, mais là, on voit qu'on perd un petit peu de précision, on a un petit peu d'overshoot. Par contre, si on regarde l'onde sinusoïdale, on voit qu'elle est quand même assez ronde encore. Mais c'est pas un oscilloscope qu'on va acheter si on veut débugger des systèmes électroniques haute fréquence. En théorie, on est capable d'aller jusqu'à 200 kHz, sauf que moi, j'ai rien pour le tester en ce moment parce que, en fait, les limitations de la carte de son de mon téléphone me le permettent pas. Je peux aller jusqu'à 22 kHz, sauf que à 22 kHz, en fait, il n'y a plus rien qui sort. Donc, je peux pas aller jusqu'au maximum. Donc, je peux pas pousser ce truc-là à ses limites, malheureusement. J'ai pas le matériel pour. Mais je pense que le point est fait quand même. Pour de l'électronique très simple avec des tâches qui sont pas trop demandantes, juste analyser des signaux qui sont pas trop rapides, ça peut être quand même assez intéressant d'avoir ça. Il y a quand même une grande différence de prix entre ce petit oscilloscope-là versus, par exemple, une bonne marque, Keysight. Leur oscilloscope d'entrée de gamme, si je me trompe pas, il est autour de 500 $. Ce truc-là, beaucoup moins cher que 500 $. Donc, pour le prix, ce truc-là, je pense qu'il est quand même intéressant. C'est sûr que si on veut faire des trucs haute fréquence, si on veut avoir un plus gros écran, si on veut avoir plus de contrôle, pas juste des petits boutons comme ça, si on veut avoir plusieurs boutons rotatifs et tout, si on veut avoir plus d'entrées, ben là, il va falloir payer plus cher. Mais bon, quand même impressionnant, je trouve. Et maintenant que mes condensateurs ajustables sont bien ajustés, je vais pouvoir remettre mon oscilloscope dans son petit boîtier. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur l'oscilloscope DSO 138. J'ai toujours été curieux de ces trucs-là. Je me suis toujours demandé si c'était vraiment mauvais ou si ça pouvait dépanner pour les petits projets do-it-yourself. Et ma conclusion, c'est que oui, ça peut dépanner. Ça dépend c'est quoi vos projets do-it-yourself à vous. Il y en a que leurs projets do-it-yourself sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Mais si vous faites des trucs relativement simples, mais que vous avez besoin de débugger certains trucs et que vous voulez analyser vos signaux, ce truc-là peut être quand même franchement pratique. Je vous rappelle encore, les liens sont dans la description, amazon.ca et amazon.fr si vous voulez vous procurer cet oscilloscope. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!